9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue. Actualité économique jusqu'à 10h avec donc le nouveau chiffre de la semaine, désormais 115 milliards d'euros. C'est le total des efforts à fournir selon Nicolas Sarkozy dans les colonnes de la presse régionale. Sur l'ensemble du quinquennat, 40 milliards de recettes, dont 32 milliards déjà votés, nous dit le président de la République. Il en resterait donc seulement 8 à trouver, comme s'il n'y avait que 8 milliards d'efforts à fournir sur les 5 prochaines années. Et puis il y a 75 milliards d'économies sur les dépenses. Est-ce que c'est de la baisse de dépenses? Est-ce que c'est du gel de dépenses? Est-ce qu'en fait ça repose sur une explosion de la croissance totalement irréaliste, voire même un retour de l'inflation, ce gros mot que personne n'ose véritablement prononcer? En tout cas, clairement, cette semaine, Nicolas Sarkozy va probablement prendre l'avantage concernant le timing politique. François Hollande donne l'impression d'avoir un peu vidé son barillet et l'effet médiatique des 75% s'est un peu estompé. On va revenir sur le terrain économique avec donc le détail du programme chiffré du président sortant candidat, probablement jeudi prochain. Alors pour occuper le terrain jusqu'au premier tour, il va falloir faire redémarrer très sévèrement la machine à démagogie. Vous connaissez le bon impôt, c'est l'impôt à assiette très large et à taux très bas. Et on s'est rendu compte depuis quelques semaines qu'en politique c'est pareil. La bonne mesure, c'est une mesure à assiette très large avec un niveau de réflexion et un niveau intellectuel généralement très bas. On va voir la suite. Olivier Berruyer, bonjour Olivier. Bonjour. Il est actuaire, il est auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel, et animateur du blog www.les-crises.fr. Henri Pigeat, bonjour. Bonjour. Directeur de la lettre Ilissos, ancien patron de l'AFP. Et Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour à tous. Il est directeur général d'Hervor, c'est un industriel, fabricant de compresseurs depuis l'après-guerre, également vice-président de Croissance Plus, et il fabrique en France jusqu'à mettre des drapeaux français sur ses produits après avoir vu lors de salon que les Allemands mettaient des drapeaux allemands sur les leurs. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un monopole du drapeau? Bien, alors les 115 milliards, je ne dis que 115 milliards, j'ai donné à peu près le détail, 42 recettes dont visiblement le plus dur serait passé, comme si le plus dur était passé, et 75 milliards de dépenses. Ça fait 15 milliards d'économies par an pendant 5 ans. Ça fait 1,5% d'économies sur l'ensemble des dépenses du pays. Qui commence? Qui se lance sur ce terrain douloureux de la fiscalité? Henri? Oui, vous avez le droit de tout dire, Henri Pigeat. Oui, il y aurait tant à dire. Moi, je vous propose une chose. Il est impossible de commenter des chiffres de ce genre qui sont bâtis sur des hypothèses parfaitement volontaristes et, disons-le, surréalistes, qui sont d'un vague achevé. Vous parlez des hypothèses de croissance. Toutes les hypothèses économiques de la campagne électorale, des deux côtés. Je ne parle même pas des extrêmes. Nous sommes dans une situation surréaliste. Le débat économique actuellement, vous l'avez dit, est d'un niveau intellectuel voisin de zéro. Des mesures à assiette large et à niveau intellectuel. Pardon d'être sévère, mais je crois... Alors, je veux bien, l'un a commencé, l'autre suit, les autres surenchérissent, etc. Nous sommes un grand hebdomadaire britannique, The Economist, pour ne pas le citer, l'a dit. Nous sommes dans ce que nos voisins britanniques, qui ne nous aiment pas en l'occurrence, mais appellent très justement un déni de réalité. La réalité, nous la nions. Alors ça va être comme ça pendant les 3 semaines à venir et les 2 semaines qui suivront. Après 37 ans de dépenses à tout va, on peut s'offrir 3 semaines de déni. Évacuons cela, si vous voulez bien, pour revenir aux réalités, puisque nous avons un déni de réalité. La réalité qui va s'imposer au prochain président, quel qu'il soit, c'est que nous avons... On va redire ça. La réalité qui va s'imposer au prochain président, quel qu'il soit. Absolument. C'est absolument ça. Cette réalité, elle se résume en quoi? Nous avons accumulé 15% de surplus de dépenses par rapport à nos recettes et à nos capacités de recettes. Car ne nous faisons pas d'illusions. En matière de recettes, nous sommes au maximum. Il y a une nécessité de réforme fiscale, mais on ne va pas gagner beaucoup en inventant des impôts plus ou moins mythiques ou fantaisistes. Il y a un vieux principe en matière de fiscalité, trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Nous sommes déjà au maximum. Nous sommes pratiquement... Je crois que, vu les dernières mesures annoncées, y compris par l'actuel président, je ne parle même pas des autres hypothétiques, nous sommes pratiquement à 46% de prélèvements obligatoires. 46%, il faut que l'on réfléchisse. C'est près de la moitié du produit intérieur brut. Et ce système fiscal, là aussi je n'insiste pas, il est parfaitement incohérent, il est improductif, il est anti-économique, n'est-ce pas? Bon. Alors ça, c'est un premier point. Donc il y a une réforme fiscale à faire qui ne va pas se faire en rajoutant une taxe de ceci, une taxe de cela, ni même un point de TVA en plus ou en moins. Nous n'éviterons pas une réforme fondamentale de notre fiscalité qui sera d'autant plus juste
que le système sera efficace. Car c'est un faux débat que de dire mettons la justice avant l'efficacité. C'est faux. C'est quand un système est efficace en matière de fiscalité qu'il est juste. L'efficacité avant l'équité. Oui, parce que il n'y a pas de justice dans un système inefficace. Le système actuel permet toutes les tricheries. N'est-ce pas? Moi, je veux bien qu'on se batte contre l'évasion fiscale, etc. Efficacité et équité iront de pair. Exactement. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point sur la croissance, et je ne veux pas pardon d'être un tout petit peu long, on dit, miracle, la déesse croissance va tomber du ciel et nous apporter la manne bienfaitrice. Alors ça va venir d'Allemagne, ça va venir des États-Unis, ou ça va venir de la Providence, pourquoi pas? Après tout, Dieu le Père peut s'en mêler. C'est aussi une illusion. Actuellement, notre système et notre taux de prélèvement et le poids de l'État constituent le principal obstacle à la croissance. Nos voisins allemands l'ont montré. La croissance ne peut repartir que si on laisse les entreprises travailler, c'est-à-dire si on allège le poids de l'État, et le poids de l'État, c'est très général, on n'a pas le temps de le développer, mais c'est non seulement le niveau d'intervention, 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, toujours 57%, est-ce qu'on réalise ce que ça signifie? Mais aussi et surtout toutes les entraves et toutes les procédures. Donc la réalité économique, elle est celle-là. Ne nous faisons pas d'illusions, elle ne sera plus abordée maintenant avant l'élection. C'est dommage, nos voisins italiens l'ont fait, nos voisins espagnols, nos voisins britanniques, mais le lendemain de l'élection, c'est ça qui s'imposera, et au cas où on l'oublierait, les marchés nous l'imposeront. Pour la petite histoire, j'ai pas mal d'invités qui se sont un peu battus pour venir dans les experts le 7 mai. Laurent Vronsky, allez-y. Alors, moi, je pense qu'en tout cas, on peut se réjouir. C'est le retour de l'économie dans le débat présidentiel. C'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Parce que depuis un mois et demi, je veux dire qu'on était un petit peu consternés. Je crois que monsieur a fait une liste relativement exhaustive. Là, le tableau est à peu près fait. Ouais. Mais je voudrais quand même mentionner le fait que quand on parle de croissance, effectivement, la croissance, ça n'est pas quelque chose de magique, ça n'est pas une fatalité. Je veux dire que depuis un mois et demi, ce qu'on entend, ça n'incite pas beaucoup à la croissance. Quand on parle de la complexité du Code des impôts, juste un chiffre, il y a 2600 seuils dans le Code des impôts. Donc je pense que aujourd'hui, pour que les entreprises créent de la croissance, d'abord, il faut qu'il y ait de la visibilité fiscale, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait de la stabilité fiscale, puisque notre futur, peut-être ancien, peut-être nouveau président, a juste fait passer une loi fiscale pratiquement tous les 10 jours. Et surtout, il faut donner aux gens l'envie de prendre des risques, l'envie d'embaucher, l'envie de créer des richesses. Et depuis un mois et demi, à quoi on assiste ? On assiste en clair à la chasse aux riches, à la création d'un nouvel impôt qui va être taxé. Il n'y a aucune mesure concrète pour inciter les gens à faire de la croissance. Et ça, je pense que c'est une grande absence du débat présidentiel. Nous sommes dans la punition et pas dans l'incitation. Absolument. Réaction dans un instant d'Olivier Berruyer. Il est 9h13. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. J'ai commencé à avoir les premiers mails d'auditeurs. Alors, il y en a un qui est destiné à vous, Henri Pijat. Quelle lucidité, Henri Pijat. Voilà. Cette campagne est un vrai leurre, écrit Hervé depuis Paris. Je suis avec Olivier Berruyer, Henri Pijat et Laurent Vronsky. Comment vous réagissez, Olivier, à tout ce qu'on a pu dire ? C'est toujours difficile d'arriver après parce qu'on ne peut pas redire ce qui a déjà été dit, mais voilà. Si, je vais lancer deux idées un peu iconoclastes, justement. On parle des 115 milliards, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. La somme annoncée par Nicolas Sarkozy comme étant l'effort quinquennal fait à 75 milliards de baisse de dépenses et 40 milliards de hausse d'impôts. Ouais, première idée, j'ai envie de dire, dans le débat, vous avez souligné en disant en gros le plus dur est passé au niveau des recettes dans les propositions. Communication politique. Dans la communication. Après, il y a ça donne l'impression que 32 milliards sont faits, oubliez-les. Attendez, non. Oubliez-les, et puis il n'y a plus qu'à baisser les dépenses. Ce que j'ai envie de dire, c'est que macroéconomiquement, c'est pas très différent d'augmenter les impôts ou de baisser les recettes. Je m'explique. Si vous augmentez les impôts, évidemment... Baisser les dépenses, plutôt, vous voulez dire. Pardon, que baisser les dépenses. Si on augmente les impôts, on comprend bien qu'on a tous moins de pouvoir d'achat. Maintenant, si on diminue les dépenses de l'État, vous avez deux façons de les diminuer. Soit vous transférez au privé certaines dépenses, en particulier sur l'assurance maladie. Vous allez dire la sécurité sociale va moins rembourser, ce sera plus sur les complémentaires ou on reste à charge pour les. Ça fait partie déjà des mesures assez dures, celles-là. Il y a sûrement des mesures moins dures que celles-là pour commencer. En tout cas, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc dans ce cas-là, le privé n'allant pas travailler gratuitement, forcément, il faut que vous payiez plus le secteur privé, donc vous avez moins de pouvoir d'achat au final.
Et deuxième type de dépense, en tout cas de baisse de dépenses, soit vous supprimez, vous détruisez vraiment une activité qui était faite. Je ne sais pas, prenons un exemple, on va dire que on n'a plus le moyen de se payer des Rafales, donc on ne va plus acheter de Rafales, donc ça fait une vraie économie dans les dépenses. Au final, vous avez bien destruction d'une activité qui était faite par le privé, et vous avez Dassault qui va licencier une partie des ouvriers. Il y a des dommages collatéraux dans tous les cas. Oui, mais et ces dommages-là, il va falloir indemniser ces ouvriers qui sont au chômage, parce que quand on baisse les dépenses publiques, vous ne diminuez pas les recettes. Donc on paye toujours autant d'impôts, et il y a moins de services qui sont fournis, c'est normal, parce qu'aujourd'hui ils sont fournis, je dirais, gratuitement, et ce qui est tout à fait fou, par de la dette, mais en attendant, ça permet à l'économie de tourner sans payer en disant on paiera demain. Donc dans tous les cas, ça finit par moins de pouvoir d'achat. Quand on parle de 115 milliards, c'est 6% du PIB dont on est en train de dire qu'il va disparaître. Olivier Burrier, ça va être remplacé. Olivier Burrier, il y a quand même moyen d'aller tailler dans les dépenses de 1100 milliards d'euros par an sans forcément commencer tout de suite à aller attaquer dans le dur, chez les profs, on est d'accord, Nicolas, chez les policiers, sur la santé, sur les essentiels. Mais c'est où Parce que tous les audits de la dépense publique ont été faits par la Cour des comptes. D'accord, mais là, on parle pas d'1 milliard, on parle pas de 5 milliards, on parle pas de 10 milliards, on est en train de parler de 120 milliards. Est-ce que ça fait 120 milliards sur 2000 de PIB? Voilà, c'était le point. On parle de 75 sur les dépenses, alors effectivement 115 milliards. C'est 115 tout cumulé. Donc au total, ce que je veux simplement souligner, c'est pas bien sûr qu'on peut pas faire des économies. Oui, on peut faire plein d'économies, et surtout dans l'administration territoriale. Je dis juste qu'il y a des conséquences qui sont fortes, et il suffit pas de dire, il y a qu'à diminuer de 50 milliards les dépenses, et il y a rien qui se passe au niveau du pays. Vous risquez d'avoir 50 milliards tout simplement de PIB en moins, donc une récession, donc une baisse des recettes. Je dis juste que c'est pas très simple à faire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, ils parient tous sur un retour de l'inflation. Sans vouloir le dire, parce que c'est un gros mot, à mon avis. Allez-y, Laurent Wronski. Oui, moi je m'insurge un petit peu contre vos propos, très amicalement, bien évidemment. Vous avez le droit, vous insurgez totalement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense que vous avez l'État qui assure des fonctions qui sont absolument pas régaliennes. Je pense que dans l'économie privée, vous avez des sociétés qui peuvent assurer des fonctions, et là, il ne faut pas toujours penser défense, prof, médecine, comme disait Nicolas, qui sont gérées par le privé de manière beaucoup plus efficace. Quand on fait ça, on fait des économies d'impôts. Mais j'ai pas compris sur quel poste. Alors justement, vous avez par exemple énormément de services administratifs, vous avez par exemple énormément de centres d'appel qui peuvent être gérés non pas par du personnel qui est du personnel fonctionnaire, mais par des sociétés extérieures qui font ça tous les jours quand vous êtes par exemple en contact avec une société de téléphonie. Vous avez énormément de fonctions, par exemple d'entretien des biens publics, de nettoyage, etc., etc. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'État est à bout de souffle, l'État est devenu un État fardeau, et qu'on peut tout à fait réduire de façon considérable le budget de fonctionnement en le confiant à des sociétés privées qui, elles, vont créer de la croissance pour le coup, vont embaucher du personnel, vont créer un cercle vertueux. C'est ça la grande question. Est-ce que le cercle vertueux, à un moment, se déclenche ou pas? Juste un deuxième élément. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on ponctionne des sociétés et qu'on ponctionne des particuliers, eh bien, en clair, on prélève de l'argent qui est productif pour le rendre dans un secteur qui est moins productif. Donc si vous allégez la fiscalité, et c'est à mon avis une des conditions fondamentales pour inciter les entreprises à entreprendre, et aussi je dirais les particuliers à consommer, si vous incitez les gens à dépenser, à prendre des risques, vous allez créer un cercle vertueux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on brandit le spectre de l'État français qui ne peut pas réduire ses dépenses au risque d'avoir à entamer de façon durable la protection sociale, la défense, l'enseignement, ça c'est le spectre que brandissent les gens qui n'ont pas envie de changer le système. Mais la grande question est de savoir si le cercle vertueux doit forcément passer par une phase de récession et de pression sur le pouvoir d'achat. Ce que je dis juste, c'est que le système il change en Grèce. C'est-à-dire la Grèce, ce qu'a fait la Grèce, on n'en fera jamais le quart. On voit très bien que ça met le pays pour la 4e année en récession. C'est un exemple un peu extrême, Olivier, la Grèce. C'est peut-être extrême, mais l'Angleterre est en récession. Le Portugal est en récession. L'Espagne, austérité, récession. Je dis juste que partout on fait de l'austérité. Il y a évidemment de la récession, et je pense que ça va se passer chez nous aussi parce qu'on a guère le choix. Mais il faut arrêter de dire qu'il n'y a qu'à faire de l'austérité et tout se passe très bien. Vous avez des exemples qu'en faisant de l'austérité, tout se passe très bien. Ça se passe mal. Non mais attendez, de toute façon, on est arrivé à un tel niveau d'endettement. Monsieur le soulignait précédemment. Le poids de la dette, c'est 86% du PIB. Donc imaginez une entreprise. On sera à 89,1 à la fin de cette année. Imaginez une entreprise. Alors je sais bien que certains n'aiment pas le parallèle entre l'État et l'entreprise, mais quelque part il y a des parallèles intéressants. Je l'aime beaucoup. Je suis même pour interdire les déficits publics. Vous voyez, ce que je pense, pour le coup, c'est tout à fait une logique d'entreprise aussi. J'en termine. Quand vous êtes arrivé au stade où vous êtes obèse,
Évidemment, quand vous allez commencer à faire les premiers mois de régime, ça va être très difficile. Donc évidemment, il va y avoir un peu de sang et des larmes. Maintenant, la question, c'est plus vous attendez, plus la récession risque d'être importante. Donc je dis, il faut commencer tout de suite. Plus on attend, plus le risque cardiaque se précise. Henri Pijat, allez-y. C'est hyper important ce qu'on vient d'évoquer là, parce que c'est l'avenir des gens. Hein. 3 remarques. La première, c'est que les mesures qu'il est nécessaire de prendre seront douloureuses et feront mal dans un premier temps. Il n'y a pas de reprise sans un passage. Votre comparaison avec le régime alimentaire, c'est exact. Quand on vit bien et qu'on désespère son tailleur à cause de l'évolution de notre tour de taille, eh bien, il y a un moment douloureux. Ça, c'est inévitable. Et on comprend très bien qu'on ne veuille pas le dire en campagne électorale. Encore que j'aimerais souligner que nous sommes le seul pays qui n'ose pas le dire. Car quand on ne le dit pas en campagne électorale, c'est très difficile à faire après. Oui. La deuxième remarque, et là je me permets aussi de diverger avec votre propos, c'est que la dépense... Dit-il à Olivier Burrier. Hein. Voilà. La dépense... publique n'a pas la même valeur que la dépense privée. La dépense publique est composée pour une large part d'obstacles au développement. Toutes les des dépenses... Attendez, je vais jusqu'au bout, s'il vous plaît. Des dépenses totalement improductives et des différences de productivité qui sont fondamentales. Je vais prendre un exemple qui peut faire hurler un certain nombre de nos auditeurs. L'autre jour, il y avait une enquête sur les systèmes de surveillance dans les aéroports. La différence de coût entre les agents publics et les agents privés est de 15%. Les agents privés, oui, sont de 15% moins chers. Alors, je n'ouvre pas le débat, on peut dire ils sont moins bons, etc., mais 15%, c'est énorme. Et puis, il y a un troisième point, je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, la dépense publique, c'est pour une large part de la dette. C'est-à-dire que nous aggravons notre problème. Et donc, uniquement pour ces deux raisons fondamentales, différence de productivité et dette, je dis, on n'a pas le choix, il faut le revenir. Mais que ce soit douloureux, que ça ne soit pas agréable à dire et à subir, c'est évident. C'est ce que pensent tous nos voisins. Mais n'oublions pas que les Allemands qui se remettent aujourd'hui, qui retrouvent la croissance, etc., sont passés il y a 8 ans par un système de ce genre. Ils ont souffert. Les hommes politiques, avec courage, ont fait face à la réalité. Et ils ont assumé. Alors certains ont perdu leur job. Les auditeurs vont m'écrire qu'il y a 7 ou 8 millions de mini-jobs en Allemagne payés à moins de 9 euros par mois. Oui, peut-être, mais est-ce qu'il est meilleur... Il y a un revers de la médaille sociale. Bon. Est-ce qu'il est meilleur d'avoir un mini-job qui maintient le lien avec une entreprise ou d'être un chômeur qui, tôt ou tard... Faut-il rester en contact avec l'emploi même de manière précaire, ou faut-il être déconnecté de l'emploi avec une forme de précarité, mais qu'on analyse moins comme de la précarité parce que c'est de l'aide publique. Mais ça se discute tout à fait. Notre problème d'exclusion en France, il est produit de notre système social, ou plutôt des dérives de notre système social. Olivier Burrier, allez-y. Je n'emploierai pas le mot courageux pour ce qu'a fait l'Allemagne. Ce qu'a fait l'Allemagne est scandaleux. Quand on est dans une union européenne avec une monnaie unique, aller diminuer les salaires de sa population comme l'a fait l'Allemagne, et ça a été la seule à le faire, parce qu'il faut arrêter de comparer la France et l'Allemagne, il faut comparer l'Allemagne avec les 16 autres pays. Il n'y a que l'Allemagne qui a fait ça. L'Allemagne, elle a figé ses salaires, elle a essayé de passer par une compétitivité prix. Évidemment, ça a marché parce qu'elle a eu un modèle parasitaire, et quand on est parasite, ça marche très bien le parasitisme, ça ne marche pas quand il y a 17 parasites et rien d'autre. Donc le problème, c'est que si on avait fait exactement comme l'Allemagne, si on avait baissé les salaires, eh bien on serait tous en récession, et la France et l'Allemagne. En modèle capitaliste, il faut encourager la concurrence, il faut se battre sur l'innovation, il faut se battre sur de l'intelligence, il ne faut pas se battre sur les salaires. Ça, tout le monde l'a compris depuis bien longtemps. Moi, je suis en train de relire les mémoires d'Henry Ford, c'est quand même extrêmement éclairant. Bien évidemment, si vous mettez à diminuer les salaires de la population, les entreprises, elles sont beaucoup plus compétitives, ça marche très bien microéconomiquement, sauf que si toutes les entreprises baissent les salaires, eh ben, vous n'avez plus de croissance par définition, puisque la croissance, c'est aussi la somme des revenus de la population. Donc vous baissez les revenus de la population, il n'y a plus de quoi acheter, et donc évidemment les pays vont en récession. Donc pour le moment, l'Allemagne, son modèle parasitaire a marché, c'est très bien. Comme on est en train, nous aussi, de rentrer dans de l'austérité, on ne va plus pouvoir acheter les produits allemands, et donc l'Allemagne va voir ses déficits se réduire, et à ce moment-là, son modèle, il ne va pas en rester grand-chose de l'Allemagne, parce que c'est un modèle qui n'est pas reproductif. On va marquer une pause. L'Allemagne, justement, on apprend qu'il y a 2 millions de fonctionnaires qui vont voir leur salaire augmenter de 6,3% sur les 2 années qui viennent, au moment où on est sur une politique salariale déflationniste dans le sud de l'Europe, avec des replis qui dépassent quelquefois 20%, notamment sur le SMIC grec. Réaction dans un instant à ce débat qui prend une tournure tout à fait passionnante. Il est 9h28. Débat et controverse, Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Énormément de réactions d'auditeurs. Je n'ai pas eu le temps malheureusement de tout... Alors je viens que ça... Pijat président. Ça c'est fantastique.
C'est Laurent qui écrit ça. Non, j'ai eu énormément de témoignages. Ils se ressemblent beaucoup. Bizarrement, ils se ressemblent beaucoup, des témoignages. Je suis infirmière, je suis policier, je suis fonctionnaire, avec des niveaux de salaire qui sont de 1 800 à 2 000 euros, en disant qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. Et quand ils entendent qu'on veut tout réduire et compresser les salaires, ils s'inquiètent. Je m'étonne d'en avoir autant le même jour qui se ressemblent autant. Bon, bref. Voilà. Si on abolit le statut des fonctionnaires, combien économise-t-on, demande Gilles. Il pose une question à peu près similaire avec le millefeuille administratif et le nombre d'élus. Si on réduit tout ça, combien économise-t-on? Je suis avec Olivier Berruyer, il est auteur de Stop tirons les leçons de la crise, publié chez Yves Michel, et auteur du blog les crise.fr. Avec Henri Pijat, directeur de la laiterie Lissos, ancien patron de l'AFP, et avec Laurent Vronski, le directeur général d'Ervor, vice-président de Croissance Plus. Globalement, ce que vous nous avez dit à l'instant, Olivier Berruyer, c'est qu'effectivement le mercantilisme allemand n'a fait qu'assoiffer ses voisins et que ça n'est pas une solution gagnante pour une zone monétaire optimale. Oui. D'accord ? Mais dans ce qu'on a tenté de décrire depuis une demi-heure, y a-t-il si en baissant les dépenses, quoi qu'il arrive, on a abouti à de la compression de pouvoir d'achat et à de la récession, ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de bonne solution? Oui, en cas dans mon analyse, il n'y a plus de bonne solution pour une raison simple. Ça fait 30 ans que, de façon folle, on a acheté de la croissance à crédit. C'est très bien, oui. Le crédit s'arrête, il va falloir rendre la croissance, comme tout crédit en fait. Bon. Alors, Laurent Vronski et Henri Pijat, allez-y. C'est le sujet cardinal des problèmes que nous connaissons, ce qu'on est en train d'évoquer. Je pense que si on prend un petit peu de recul, je veux dire, la France, contrairement à ce que l'on peut penser, est un pays d'entrepreneurs. Vous avez énormément de champions mondiaux qui sont français, vous avez énormément de créations d'entreprises, mais vous avez aussi énormément de chefs d'entreprise qui ne veulent pas croître, qui ne veulent pas traverser les plafonds de verre, qui ne veulent pas dépasser 50 personnes, parce qu'ils sont confrontés à un droit du travail qui devient de plus en plus complexe chaque jour, à une fiscalité extrêmement décourageante et à un poids de l'État qui ne fait que croître. Bon. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand génie ou même d'être un grand expert, sans jeu de mots, pour se dire que si on arrivait à rendre simplement les choses plus simples et plus intéressantes, eh bien on arriverait à créer de la croissance. Maintenant, il faut aussi, quand vous parlez de l'Allemagne, alors je ne suis pas, si vous voulez, pour le tout allemand, parce que moi j'ai vécu dans les années 80 le tout japonais, donc maintenant c'est tout allemand, je me demande quelle sera la nouvelle mode. Simplement, je suis industriel et mes principaux concurrents dans ce secteur sont allemands, c'est-à-dire c'est juste les 10 premiers. Donc je regarde, je fais du benchmarking, comme on dit dans le business, et je regarde un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Et ce que je m'aperçois, c'est que mes concurrents qui emploient une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, qui font de l'innovation, tous les principes vertueux que vous décrivez, le font parce qu'elles sont plus riches, elles ont plus d'argent. Et pourquoi est-ce qu'elles ont plus d'argent? Parce qu'elles bénéficient d'une fiscalité beaucoup plus attrayante. On n'arrête pas en France de se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour créer les fameuses ETI. Il faut déjà commencer entreprises de taille intermédiaire. Il faut déjà qu'elles aient des fonds propres qui soient... Ah, les fonds propres. Voilà, les fameux fonds propres qui soient quand même relativement substantiels, qui leur permettent de prendre de risques et d'enclencher le cercle vertueux de la croissance. Nos camarades allemands, si vous voulez, sont des entreprises qui sont généralement 10, 15, 20 fois plus importantes que les nôtres. Moi, dans mon secteur, je suis le dernier. Bon, donc là, on a vite compris ce qui s'est passé. Donc, fabricant de compresseurs d'air, Ervor. Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a des bonnes leçons à tirer de l'autre côté du Rhin. Vous avez des gens qui, au niveau industriel, puisque je constate quand même une chose, c'est que les pays dits émergents, qui d'ailleurs, à mon avis, est une appellation impropre, parce que la plupart de ces pays émergents ont déjà largement émergé. On vient de l'entendre il y a même pas 10 minutes sur l'indice manufacturier en Chine. Toutes les grandes puissances sont des pays industriels. Comme par hasard, la Chine, qui devient, si vous voulez, une grande puissance, n'a pas fait le choix de devenir la première puissance du service. Donc, comme par hasard, c'est une puissance industrielle. Eh bien, on peut dire que nos Allemands ont merveilleusement réussi. Vous trouvez aujourd'hui des sociétés allemandes dans des produits aussi basiques que les lames pour se raser le matin. Alors que vous avez aujourd'hui des produits, je dirais moyen de gamme en France, qui ont complètement disparu. Il faut savoir que dans mon métier, il y a 15 ans, 80% de mes achats étaient en France. Aujourd'hui, j'ai plus de la moitié de mes lignes de produits qui ont disparu en France. Donc je suis condamné à aller à l'extérieur. Donc ça pour dire que on ne peut pas devenir tout allemand, comme on ne peut pas devenir tout japonais, comme on ne deviendra pas demain tout chinois. Mais ce que je constate, et c'est ce que disait monsieur, les Allemands ont commencé à se serrer la ceinture il y a 10 ans, grâce à monsieur Schröder, qui a eu une politique extrêmement courageuse. Alors après, on peut dire oui, alors on a créé une sous-classe au niveau des gens qui ont un petit salaire, mais on a aussi créé une magnifique machine économique. Comme d'habitude, quand on parle des dépenses publiques, la fonction publique se sent
littéralement agressés et attaqués. J'ai énormément de mails de fonctionnaires. Alors, entre des mails fabriqués ou des mails véritables, il y en a quand même énormément. Henri Pijat, allez-y. Oui, tout d'abord, juste pour rejoindre ce que dit Laurent Vronsky, la France est et peut être un pays d'entreprise. Elle l'a prouvé dans le passé, elle l'est encore. Pas seulement par les très grandes entreprises. Nous sommes parmi les meilleurs au monde dans les secteurs de pointe, avec des entreprises qui sont plus internationales que françaises. Mais notre fatalité, ça n'est pas l'incapacité de créer des entreprises, c'est de les développer au-delà d'un certain seuil. Exactement pour les raisons que Laurent Vronsky vient d'énumérer. Qui sont toutes connues. Voilà. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Sur la question que soulevait Olivier Berruyer, qui est tout à fait fondamentale, c'est celle du fonctionnement du système européen. Moi, je le rejoins tout à fait pour penser qu'il est très dommage que l'on n'ait pas pu concevoir une politique budgétaire et une politique d'assainissement à l'échelle européenne. C'est un fait. Pour l'instant, l'Europe est ce qu'elle est, elle progresse qu'à un cas. Je ne suis pas pessimiste, je crois qu'on continuera à progresser, mais c'est un fait. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait tous pleurer et dire on va droit dans le mur et tant pis, on se suicidera, hein, ce sont les moutons de Panurge, on saute dans le précipice et puis tant pis, voilà, restons ensemble. Ou est-ce qu'il fallait que l'un ait le courage de faire quelque chose? Alors l'Allemagne l'a fait en prenant des risques, parce que c'est un peu facile, si vous permettez, de dire que l'Allemagne s'est installée dans une situation parasitaire. Je suis désolé, M. Schröder, il a perdu sa majorité et son job. En 2005, il partira. J'ai cru comprendre qu'il en avait trouvé un autre plutôt meilleur, mais enfin quand même, là n'est pas la question. Donc il y a bien eu un vrai courage politique en Allemagne. Il se trouve que le manque de courage des autres, y compris chez nous, a fait que l'Allemagne a profité de la situation. L'Allemagne a aussi, d'une certaine façon, sauvé l'euro. Si l'Allemagne n'avait pas fait la politique que nous évoquons, il n'y aurait plus d'euro aujourd'hui. Donc, alors, autre remarque, j'observe que peu à peu, tous les pays s'alignent sur ce qu'ont fait les Allemands. C'est ce que font les Italiens, c'est ce que font les Espagnols. Les Anglais sont en dehors de l'euro, mais ils le font. Et c'est ce que nous serons obligés de faire. Le problème, c'est que c'est avec un timing tellement violent qu'effectivement, l'impact récessionniste est inévitable. Mais je voudrais quand même insister sur un point, c'est qu'il n'y a pas de reprise possible si on ne remet pas en état de marche les conditions de fonctionnement de l'économie. Notre drame, c'est que notre économie ne peut pas se relancer. Ce qui est atterrant, c'est d'entendre dire que la croissance va tout sauver. Il n'y aura pas, je suis navré de le dire, il n'y aura pas de croissance en France tant qu'on n'a pas recréé les conditions de fonctionnement des entreprises. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon voisin, tout est là. Recréer les conditions de fonctionnement des entreprises, vous réagissez dans un instant, Olivier Berruyer, parce que ce débat est absolument passionnant. Effectivement, ce que font les Espagnols et les Italiens, c'est du Schröder, mais en période de stress absolu, en période de crise et de tension totale, avec une attaque quasi quotidienne sur les dettes souveraines. Et avec effectivement un effet récessionniste à peu près évident. Enfin, on voit bien ce qui se passe en Espagne, et le risque de soulèvement populaire peut être un peu plus violent que les simples grèves générales auxquelles on a assisté. Il y a un double risque, vous avez tout à fait raison, c'est un risque économique et un risque politique. Mais ce que je crains, et malheureusement on ne peut rien à cela, c'est que pour nous, le jour où la situation, le problème se posera, le risque économique et le risque politique seront encore plus graves. Il est 9h43. Intégral Bourse dans 15 minutes avec Guillaume Sommerer de Rothschild. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Le dernier quart d'heure avec Olivier Berruyer, avec Laurent Vronsky, avec Henri Pijat. On va dire un mot du chiffre de l'automobile qui est révélateur quand même d'une forme de perte de part de marché, de perte de compétitivité d'un secteur important qui n'emploie pas 10% des actifs français. Ça, c'est une légende urbaine qu'on a mis dans la tête des politiques. Ça ferait 2 700 000 personnes travaillant indirectement ou directement pour l'automobile. C'est quand même là-dessus que Nicolas Sarkozy avait fondé le fait de faire la prime à la casse en urgence. Vous vous rendez compte, un actif sur 10. Ouais, ça marche bien le lobbying par moment. Olivier Berruyer, réaction de Corinne. On n'a pas besoin d'avoir 20% d'administratifs dans l'éducation nationale, dit Corinne, ni dans les hôpitaux. Remettons ces fonctionnaires dans le secteur productif, tournés vers l'exportation et notre niveau de vie augmentera vite. Oui, non, mais ça, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des besoins de réforme et qu'il ne fallait pas, en effet, sans doute réorienter certains moyens. Je dis juste que c'est pas parce qu'on va baisser de 20 milliards des dépenses qu'il y aura 20 milliards de déficit en moins, que ça marche pas comme ça une économie, que c'est global et qu'il faut faire attention et que le dire comme ça en disant il y a qu'à Faucon couper 20 milliards, ça aura des conséquences fortes. C'est simplement ça que je disais. D'ailleurs, je vous avais promis une deuxième idée iconoclaste aussi. Je vais la faire aussi sur l'histoire du 57% de taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé au monde. C'est quelque chose que je dénonce régulièrement
sur mon blog. Il faut faire attention à ce chiffre-là, à cette comparaison-là, parce que vous agrégez deux choses tout à fait différentes. Vous agrégez les dépenses administratives et vous agrégez les dépenses socialisées de sécurité sociale. Et évidemment, les dépenses de sécurité sociale sont très élevées. C'est presque la moitié de ce chiffre-là. Pratiquement, oui. Alors, le problème, c'est que la partie sécurité sociale, ça dépend du taux de socialisation. Il y a des pays qui ont choisi de donner plus au privé, nous, on a choisi de donner plus au public. Et vous ne pouvez pas comparer les choses comme ça. Je m'explique, quand vous regardez que les dépenses administratives d'État, ce dont on parle régulièrement, on est dans une moyenne mondiale. On n'a pas des taux très élevés en termes de dépenses publiques. Pour que les gens comprennent bien, Olivier, je rappelle que les 1100 milliards d'euros, c'est l'ensemble de la dépense publique qui recouvre les trois fonctions publiques, l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. Et effectivement, si on compare les dépenses d'État d'un pays à un autre... Oui, mais sauf que quand derrière, si vous mélangez ça, autant sur les dépenses d'administration centrale et collectivités locales, on est dans une moyenne mondiale, autant pour la sécurité sociale, on est de très loin les plus élevés au monde. Mais c'est les plus élevés au monde parce qu'on a choisi de socialiser très fortement. Si je regarde la dépense de santé publique plus privée, par exemple, on a le même chiffre en France et en Allemagne. On ne dépense pas plus en France qu'en Allemagne, sauf qu'en France, on a choisi de passer plus par la socialisation et par la sécurité sociale, donc le taux est plus élevé, donc on paye plus d'impôts. Mais en clair, les impôts en plus par rapport à l'Allemagne qu'on paye pour la sécurité sociale en France, les Allemands le payent sur le secteur privé, ça leur coûte les mêmes choses au final, c'est le même chiffre. C'est-à-dire que la santé est prélevée dans les charges sociales en France, tandis qu'elle n'est pas prélevée sur les charges sociales. Exactement, donc il faut faire attention dans ces comparatifs-là où on dit l'État obèse, ça dépend de quoi on parle. Bon. C'est pas si simple que ça. Laurent Wronski. Ce genre de mise au point sont nécessaires, c'est vrai. Par rapport donc à la réduction ô combien nécessaire du déficit du budget de l'État, il y a une dimension qu'on n'a absolument pas abordée et c'est le temps de travail. Et moi je pense que... Et vous êtes d'accord que, juste Laurent, avec l'histoire là, de l'attention à la photographie des 57% du PIB, ça correspond à un modèle qui n'est pas le même modèle que les autres pays. Et quand vous payez votre santé sur votre fiche de salaire et que vous ne la payez pas ensuite, ça revient au même que... Vous savez, je vais vous dire, pour moi, je suis d'accord avec monsieur, mais je pense que c'est un peu l'effet froid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent avoir froid parce qu'ils voient une fenêtre ouverte dans la pièce alors qu'il fait chaud. Eh bien, moi, je suis confronté... C'est très très vrai, ça. Je suis régulièrement confronté, si vous voulez, avec nos salariés, avec des explications pédagogiques sur, je dirais, le net au niveau de ce qu'il y a en bas de la feuille de paye. Je pense que la plupart des gens... À juste titre, ils voient ce qu'ils gagnent en haut, ils voient ce qu'ils gagnent en bas, et ils voient la différence entre les deux qui est substantielle, qui s'agrandit tous les ans. Et en clair, alors ils comprennent vaguement où ça passe, mais ils ne le savent pas. Et je pense que globalement, si vous voulez, même si monsieur a raison, mais c'est un peu un débat de spécialistes, la plupart de nos compatriotes, producteurs de richesse compris, donc votre serviteur, sentent le poids de la fiscalité qui s'alourdit. Alors on ne fait pas un comparatif tous les matins par rapport à ce que ça coûte aux Allemands, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que la vie coûte de plus en plus cher et qu'on a un pouvoir d'achat qui baisse. Maintenant, je voudrais juste revenir sur mon idée concernant la réduction du déficit. Il y a un élément qui est fondamental et qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est qu'il va falloir travailler plus. Il va falloir travailler beaucoup plus. Les 35 heures ont juste été une catastrophe annoncée par les gens qui étaient au cœur du système. Je crois que les faits l'ont prouvé. J'ai juste quelques chiffres à citer. Moi, j'ai regardé le nombre d'heures travaillées par an de 3 pays dans l'espace européen. Alors, j'ai pris la France, l'Allemagne et la Grèce. Alors, il faut savoir qu'en Grèce, on travaille, alors on pourra discuter productivité, mais en Grèce, on travaille en moyenne 1970 heures par an. L'Allemagne est à 1900 et nous, la France, on est à 1670 heures par an. Donc je pense qu'une dimension absolument fondamentale, il va falloir remettre la France au travail, et il va falloir travailler plus. Si on travaille plus, on va aussi mécaniquement générer plus de richesse et de la croissance. Moi je crois, si vous voulez, au cercle vertueux de on baisse les dépenses, c'est juste ce que les entreprises ont fait depuis 20 ans. Hein. Et on va travailler plus, on va être plus productif. C'est également ce que les entreprises ont fait depuis 20 ans. Et la dernière chose, sur le mirage de ces fameux frais qu'on n'arrive pas à baisser, il faut savoir qu'il y a 15 ans, dans les affaires, on a en clair recentré les entreprises sur leur métier de base et elles ont externalisé toute une série de services périphériques. C'est la Big Society. Voilà. Comme la compta, l'informatique et puis la gestion des payes. Et en clair, la terre ne s'est pas ouverte en deux. Henri Pijat, alors non, très vite, Olivier. Non, c'était une question, j'ai pas compris, on travaille plus, mais on est payé plus ou pas? Bien sûr. D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent sur le travail, mais je voudrais revenir sur les dépenses sociales. C'est tout à fait juste qu'il y a un choix qui est fait en France, dépenses sociales publiques plus que privées. Mais je reviens à mon propos de tout à l'heure, les deux dépenses ne sont pas équivalentes. Et sur un point précis, lorsqu'il s'agit de dépenses sociales privées, disons l'assurance, et je ne veux pas ouvrir le débat sur l'efficacité de l'assurance, la justice, etc. C'est une autre question. Mais il y a, en matière de dépenses sociales privées, il y a un lien entre la dépense
et le coût. C'est-à-dire, on en a un exemple dans l'assurance automobile. Quand il y a plus d'accidents ou quand les gens sont plus imprudents, l'assurance a plus de risques et donc elle augmente. La prime d'assurance augmente. Voilà. Et donc, ça revient. Il y a une sorte de régulation qui se fait par voie de ce marché, si on peut appeler ça ainsi. Dans le cas des dépenses sociales, il n'y a aucun lien. Nous en avons là aussi un exemple régulier. Vous allez dans votre pharmacie préférée. Vous achetez quelque chose. La plupart du temps, tout se passe comme si les médicaments étaient gratuits, puisque la plupart des gens, avec leur carte vitale, ne retournent pas la feuille de maladie sur laquelle le pharmacien a mis « vous avez acheté pour 15 ou 30 ou 40 euros de médicaments ». C'est-à-dire que... alors ça a quelques conséquences. Ça veut dire que la dépense de santé, ce type de dépense de santé est exponentielle. Et qu'on ne me dise pas la santé n'a pas de prix. Nous sommes le pays qui consomme le plus de médicaments, ou plutôt qui gaspille le plus de médicaments, puisqu'on sait qu'un gros quart des médicaments achetés ne sont pas consommés. Ne parlons pas des congés de maladie, etc. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lien entre la consommation que l'on fait, qui est socialisée, mutualisée, ce qu'on voudra, qui a l'air gratuite, et le coût. Alors, bien sûr qu'en apparence, quand on prend simplement les totaux financiers de chaque côté, on dit c'est d'un côté, c'est de l'autre, c'est équivalent. Je suis désolé, ça fait partie des choses qui bloquent la croissance, car il y a là un facteur de dette croissante et un facteur d'obstacle au développement économique. Le problème là-dessus, c'est qu'on met toujours en avant le gaspillage, et il y en a un peu, il faut faire attention, mais ce n'est pas du tout en ligne face au déficit et aux problèmes de financement de ces choses-là. La moitié des dépenses de sécurité sociale, la moitié des dépenses, ce sera votre dernière année de vie. Les 80%, c'est les affections longue durée, c'est les cancéreux, c'est les gens qui ont de très graves problèmes de santé. C'est pas la boîte de médicaments à 3 euros. Le gros des dépenses vient effectivement des ALD, les affections longue durée. Il est là quand même. Et simplement, je n'ai pas compris quand vous parliez en disant mais c'est un frein à la croissance. Ces dépenses-là concourent à la croissance. Je dis pas que c'est bien de gaspiller, mais je vois pas pourquoi on met le doigt sur le gaspillage là-dessus. Du gaspillage, il y en a plein sur des bagnoles qu'on jette alors qu'on pourrait les utiliser plus longtemps. Il y en a plein sur des ordinateurs qu'on jette alors qu'on pourrait les garder. Enfin, la dépense de santé est une dépense d'assurance. D'ailleurs, c'est pas des impôts, c'est une dépense d'assurance socialisée. Et qui concourt comme le reste au PIB, et la plupart des dépenses sont privées derrière. Pardonnez-moi, mais quand cette dépense est financée par de la dette, mais il faut pas de dette sur le total. Non, on est d'accord qu'il ne faut pas de dette, mais en quoi cette dépense-là, elle est plus mauvaise que de la dépense de bagnole, de montre? Nous sommes encore une fois en dépense 15% de plus globalement que ce que nous avons. Très peu sur l'assurance maladie. Le déficit il est sur l'État, il n'est pas sur la maladie. Et on passe encore pas mal de notre temps dans des entreprises. Moi, je suis désolé, quand quelqu'un dans un service vient me voir ou venait me voir quand j'avais des entreprises plus grandes en me disant « Oh monsieur, il y a bien cette économie là qu'on pourrait faire, mais c'est rien du tout, ça ne vaut pas le coup, ça va nous créer des ennuis », je disais même si c'est pour 3 euros, vous la faites. Car ce sont les petites économies qui arrivent au grand auto. Donc le fait de dire « Ah, le gaspillage est petit », c'est ce que j'entends en matière de santé, en matière d'hôpitaux, en matière... mais c'est normal, c'est un autre débat. La carte hospitalière française, on sait qu'elle va contre l'intérêt général. Oui, parce que les élus locaux veulent leur hôpital et il est impossible d'avoir dans chaque petite ville un hôpital polyvalent et compétent, etc. Donc on dit « Ah, mais on maintient les hôpitaux ». Ça coûte une fortune, c'est dangereux pour les finances, c'est dangereux pour l'économie et c'est dangereux pour la santé des gens puisqu'on va se faire soigner dans des hôpitaux qui ont perdu les capacités médicales nécessaires. Olivier Berruyer, juste de la fin avec Laurent Wronski. Pourquoi il y a un problème sur la sécurité sociale? Le problème, il est très simple, c'est que vous avez des cotisations qui sont assises sur les salaires et vous avez des prestations qui sont assises sur de la consommation médicale. On vieillit, la dépense médicale est une des dépenses prioritaires, donc c'est normal que plus ça va, plus le total des dépenses de santé augmente. Et il n'y a pas de raison de trouver ça malheureux, alors qu'on ne trouve pas malheureux que les dépenses d'Internet augmentent ou que les dépenses de téléphone portable augmentent. C'est une dépense qui augmente. Mais le problème, c'est que son financement devrait augmenter tous les ans, tout comme les assureurs privés augmentent tous les ans leurs cotisations pour suivre cette dépense-là. En tout cas, c'est un choix d'arbitrage de la population. C'est un choix politique que l'on ne fait pas, que l'on refuse de faire. Laurent Wronski, et on en restera là. Oui, moi, vous ne m'avez pas convaincu. Il y a aussi, quand vous parlez de la fraude, eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas une seule entreprise en France, petite ou grande, qui n'est pas confrontée à des arrêts maladie de complaisance. Oui, il n'y a bien pas sûr. une entreprise. Ça coûte un argent absolument phénoménal. Alors, c'est toujours curieux parce que quand vous parlez aux politiques, par exemple, ils vous disent « Oh, écoutez, à chaque fois, vous nous parlez du contre-exemple. Enfin, les gens qui trichent, les gens qui fraudent, c'est une toute petite partie de la population. » Bah, écoutez, moi, je me rends compte que parmi toutes les entreprises que je rencontre, que ce soit le café du coin ou la multinationale, tout le monde est confronté à ces problèmes de fraude, aux gens qui tirent sur la ficelle, que ce soit au niveau des médicaments, comme le disait Henri, ou au niveau des arrêts de travail. Mais je me dis, si toutes les entreprises sont comme nous, ça doit coûter un argent phénoménal au pays. Donc il y a une vraie différence entre la réalité vraie, si je puis dire, et puis les statistiques. Il est 9h58.